Data Miner est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parcours. Je suis ravi de recevoir aujourd'hui une jeune femme qui a travaillé à la création de deux établissements servant non seulement les citoyens, mais aussi les entreprises, dont celle de la sécurité privée. C'est du site cybermalveillance.gouv et du CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité dont je parle. Mon invitée est aujourd'hui directrice sûreté d'AEMA Group, 5e assureur français. Annick Rimlinger, bonjour. Bonjour. Merci Alexandre. beaucoup d'être sur notre plateau. Merci de m'y accueillir. On est ravis, on est ravis d'avoir de plus en plus de jeunes femmes qui viennent en tant que directrice sécurité. On pensait que c'était un monde un peu réservé aux hommes, mais non, ça s'ouvre de plus en plus et tant mieux. Exactement. Alors, quant à dire qu'il y a aujourd'hui L'équilibre. suffisamment de femmes, je n'irai pas jusque-là parce que malgré tout, nous ne sommes pas encore assez nombreuses dans ce métier. Et j'encourage toutes les jeunes femmes à aller voir de ce côté-là parce que c'est un métier absolument passionnant. Vous avez bien raison et c'est aussi l'objectif de cette émission Parcours, c'est de montrer qu'on peut faire des jolies, belles carrières passionnantes dans la sécurité. Alors, mes deux traditionnelles questions d'ouverture, où êtes-vous née et où est-ce que vous avez passé votre enfance ? Alors, je suis née dans l'Est de la France, précisément à Nancy, très jolie ville, très beau patrimoine urbain du XVIIIe siècle. Et j'ai grandi toujours dans l'Est de la France, dans une ville de garnison, sur les frontières de l'Est, à Bitche précisément, où j'y ai passé toute mon enfance. Parce que des parents militaires Non, des parents absolument pas militaires, un père fonctionnaire, très exactement percepteur, et j'ai vécu là-bas avant de partir pour faire mes études à Strasbourg et à Nancy ensuite. Alors, enfant, quel était votre rêve professionnel Vous aviez déjà une idée en tête ou peut-être même un métier qui n'existe pas? Ça arrive parfois chez les enfants. Oui, alors quand j'étais enfant, une vraie envie de devenir vétérinaire parce qu'une grande proximité avec la nature, avec les animaux, un peu une mère Teresa qui ramassait des oiseaux et toutes sortes de bestioles que je pouvais trouver. Déjà l'amour des chevaux? Déjà, l'amour des chevaux, elle a un amour incroyable, puisque petite fille, je partais des journées entières à poney avec une autre amie. On partait le matin, on rentrait le soir à plus de 20 heures. Super. Une époque de grande liberté, parce que je crois que les parents se posaient beaucoup moins de questions. J'étais pas très âgée, mais finalement, ils ne s'interrogeaient pas trop, et cette passion qui m'est restée. On en reparlera effectivement tout à l'heure. Au niveau des études, vous faites un DESS Sociologie, Développement local et formation, on est en 1996, puis un DEA Sociologie, Formation et Sciences du Travail en 1997. Pourquoi ces choix ? Alors, j'ai fait On est loin des métiers de vétérinaire. On est très loin des métiers de vétérinaire, mais confronté à la réalité du parcours scientifique que nécessitent des études de vétérinaire, j'ai assez rapidement renoncé à ce choix de carrière pour aller vers des disciplines des sciences humaines qui m'intéressaient. Oui. Et puis, un autre sujet qui m'intéressait, puisque j'ai également une licence d'histoire de l'art. Et donc j'ai commencé en fait un double parcours en sociologie et en histoire de l'art. J'ai fait de très, très jolies rencontres au cours de ce parcours avec des professeurs passionnants et passionnés. Et finalement une envie de m'intéresser aux phénomènes urbains. J'ai travaillé dans un laboratoire du CNRS à Nancy en répondant à des appels d'offres sur toutes sortes de sujets, dont les sujets de sécurité, qui m'ont fait arriver dans cet univers dans lequel j'exerce aujourd'hui. Alors, en 2001, c'est votre premier poste, me semble-t-il. Vous êtes directrice de la sécurité de la ville d'Évry. Alors, ça commence avant 2001. D'accord. Ça commence en 1995. D'accord. J'ai une bourse de doctorat pour travailler sur des questions de sécurité, sujets qui commencent à devenir... je ne vais pas dire à la mode, mais des sujets de préoccupation. D'actu. Voilà, d'actu. J'obtiens une bourse de recherche et je cherche un terrain pour ma thèse. Et dans le cadre de cette thèse, j'arrive sur la commune de Grigny, en Essonne. Commune très particulière, avec des quartiers difficiles. Le quartier de la Grande Borne, le quartier de Grigny 2, beaucoup de violences urbaines dans ces quartiers-là. Et je travaille pendant une année avec la police de proximité à l'époque,
avec également les facteurs, les postiers, les facteurs, ouais. qui distribuent les plis de la ville, pour voir comment des métiers sont impactés par un climat d'insécurité. C'est comme ça que, en fait, en travaillant à Grigny sur le territoire, le maire de l'époque me rencontre et me propose de devenir sa directrice prévention sécurité à Grigny, parce qu'il n'a pas d'interlocuteur pour parler à la police, à la justice, et que c'est quelque chose dont il est très très éloigné. Et je commence comme ça dans une collectivité territoriale à l'issue de ma thèse. Au cours d'une rencontre Au cours d'une rencontre de réunion de quartier. Et j'arrive à Grigny pour ma première expérience professionnelle. La seconde, c'est donc direction Évry, me semble-t-il, cabinet du député-maire à l'époque, Manuel Valls, c'est ça? On est Exactement. sur cette période. On est en 2001. Tout juste élu à la mairie. Voilà, on Comment est en 2001. se fait le transfert de Grigny à Évry et de travailler avec le futur ministre de l'Intérieur? Eh bien, on est en 2001. Manuel Valls devient maire d'Évry et cherche à se constituer une équipe. Je le rencontre à cette occasion. Mon parcours l'intéresse. Donc, son projet, moi, me passionne parce qu'il a une véritable appétence pour ces sujets-là. Il entend y consacrer un certain nombre de moyens. Il a une ambition pour la ville, pour les Évriens. Et donc, je décide de le rejoindre, complètement enthousiaste, pour véritablement structurer une police municipale qui existait à l'état embryonnaire, puisqu'il y avait très peu d'agents à l'époque, il y avait moins de 10 agents. Pourtant, pour une ville de 50 000 habitants, déjà. C'est exactement ça, donc moins de 8 agents, en me fixant également comme feuille de route de créer un service de médiation, au service des habitants, avec des médiateurs de jour, mais également des équipes qui travaillent la nuit, et de créer une maison de la justice et du droit. Ça, vous y croyez, cette communication avec les citoyens, avec les médiateurs, c'est important? C'est extrêmement important, et dans une ville comme Évry, avec des populations très diverses, de différentes origines, des populations au parcours de vie parfois compliqués, c'est absolument fondamental, parce que les médiateurs sont des relais dans les quartiers, permettent de résoudre des petits conflits du quotidien et permettent de créer du lien social. Par exemple, les médiateurs accompagnaient des personnes âgées pour des démarches administratives. Des médiateurs pouvaient accompagner des habitants à des spectacles pour les raccompagner chez eux, quand dans le quartier il avait pu y avoir un certain nombre de bagarres entre jeunes, etc. Donc une vraie offre de proximité. Et de la même manière, la Maison de la Justice et du Droit, pour mettre des services à proximité des habitants, parce que ces habitants, souvent, n'ont pas les codes pour aller voir des avocats, des huissiers, des assistantes sociales, et des moyens, évidemment. Donc, leur offrir des services gratuits tout près de chez eux, avec des personnes qui les reçoivent avec bienveillance. Voilà. Alors, vous assurez cette mission pendant 6 ans. Oui. Et en 2007, vous devenez chef du pôle de compétences sécurité police municipale au service des élus locaux, au Centre national de la fonction publique territoriale. En quoi consiste ce pôle? Alors, en fait, le CNFPT, c'est l'organisme qui forme les 1 800 000 fonctionnaires territoriaux. Et qui forme parmi ces fonctionnaires l'ensemble des fonctionnaires qui exercent des missions de sécurité. Et donc, j'en étais la responsable. Donc, c'était la formation, j'étais responsable des formations initiales et continues de tous les policiers municipaux français. À l'époque, voilà, ça y est, j'ai un trou, mais je ne saurais dire combien ils étaient. Ils étaient 18 000 à peu près, me semble-t-il. Également des vidéo-opérateurs, des surveillants de port qui exercent des missions de police portuaire dans les ports de plaisance. Et également des médiateurs. Donc, soit à peu près 30 000 personnes dont j'avais la charge en termes de formation. 29 centres de formation. À travers 29 structures de formation et des équipes pédagogiques qui mettaient en œuvre ces formations avec des enseignants qui venaient eux-mêmes du terrain pour apporter leur expertise. Alors là, on est beaucoup dans la transmission. On est dans la transmission, on est dans la création, puisqu'il s'agit de créer des référentiels de formation.
notamment pour l'armement des policiers municipaux, parce qu'avant que j'arrive, en fait, mon arrivée coïncide avec la mise en œuvre des formations obligatoires à l'armement. Et je suis notamment recrutée pour ça, parce que cet établissement n'a pas du tout de compétences sur un sujet tel que celui de l'armement, et il s'agit de définir comment un établissement public va former à l'armement des policiers municipaux. C'est un établissement public qui n'est pas spécialisé, contrairement à la police, à la gendarmerie. Et donc, je suis recrutée pour ça et je vais travailler en grande proximité avec les services de l'État, la police, la gendarmerie, pour former des moniteurs en maniement des armes dans leur structure, pour bien structurer des parcours de formation extrêmement rigoureux, pour qu'on soit sûr, à l'issue de ce parcours de formation, que l'évaluation permette de déterminer in fine si un agent est apte ou pas à être armé sur la voie publique. Vous êtes un petit peu moins sur le terrain ? Je suis forcément moins sur le terrain. Je suis sur le terrain dans les structures de formation pour voir comment ces formations sont mises en œuvre. Je suis présente au sein des ministères pour travailler sur des décrets, pour pouvoir préciser un certain nombre de choses. Mais c'est certain que j'ai quitté les Rangers pour passer dans un univers sans doute plus feutré que celui dans lequel j'exerçais à Évry, où j'accompagnais très régulièrement, plusieurs fois par semaine, mes agents sur le terrain, et notamment la nuit, pour pouvoir prendre le pouls de cette ville qui est passionnante. Chronophage, mais passionnant. Exactement. En 2012, je le disais en termes de cette émission, vous travaillez à la création du CNAPS, le célèbre Conseil national des activités privées de sécurité, en tant que directrice de cabinet du préfet, qui est directeur de cet établissement. Racontez-nous, c'est assez incroyable, la création de cet établissement qui est tellement important aujourd'hui, et surtout pour la sécurité privée. Exactement. Ce qui est surtout incroyable, à mon sens, c'est qu'il n'ait pas existé avant cette date. Et que dans une certaine mesure, il n'y avait pas un établissement public qui centralisait cette mission importante de délivrance des cartes professionnelles à des agents, de vérification de leurs antécédents judiciaires pour être sûr que ce sont des personnes fiables, en qui on peut avoir confiance pour des métiers qui sont aujourd'hui aussi importants qu'ils peuvent l'être. Oui, superbe aventure. J'arrive au début de l'aventure. Une petite structure existe déjà avec le préfet, avec les deux autres directeurs qui constituent l'état-major. Nous recrutons les 212 collaborateurs qui forment le CNAPS, un corps de contrôle pour aller contrôler sur le terrain la manière dont ces activités sont exercées, pour contrôler dans les entreprises comment celles-ci travaillent, s'il n'y a pas du travail clandestin, si elles sont bien en règle avec l'ensemble de leurs obligations. Et puis toute la partie plus administrative de délivrance des titres, donc vérification des antécédents, alors même qu'à l'époque, les agents du CNAPS ne pouvaient pas consulter les fichiers de police comme aujourd'hui ils le peuvent. Ils n'avaient pas les mêmes habilitations qu'au fur et à mesure le législateur leur a confié, parce que c'est absolument fondamental de pouvoir le faire rapidement pour que ces personnes qui demandent des autorisations de travailler dans ces métiers se voient rapidement confirmées ou pas pour le faire. Ça participe quelque part à la mise en place du continuum de sécurité aussi. Le CNAPS, vous assurez aussi des missions de conseil et d'assistance aux entreprises de sécurité privée. On n'est pas là simplement que pour vérifier que tout est en ordre, etc. On est là aussi pour les aider à progresser. Très exactement. On n'est pas seulement l'organisme qui va les sanctionner, leur infliger une sanction financière ou leur retirer leur autorisation d'exercer. On est là aussi pour les aider. Et ce qui a été incroyable dans la création de cet établissement public, c'est que finalement, c'est avec la profession qu'on a appris aussi en marchant. C'est un établissement qui s'est beaucoup enrichi des échanges qu'on a pu avoir avec les patrons des entreprises, parce que les collaborateurs du CNAPS, comme moi, étaient des personnes qui avaient tous des parcours dans le public, d'anciens policiers, d'anciens gendarmes, d'anciens fonctionnaires avec des parcours divers. Mais le monde de l'entreprise de la sécurité privée, on ne le connaissait pas et on l'a découvert. Et les choses se sont construites grâce aux entreprises. Et d'ailleurs, le conseil d'administration de cet établissement intègre les représentants de la profession, parce que
C'est à travers eux que les choses se sont faites. Vous travaillez également à cette époque à la coordination de grands événements comme l'Euro 2016, là on parle de football, mais surtout pour vous, les Jeux équestres mondiaux qui se disputent, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une fois tous les 4 ans, en alternance avec les JO. Les JEM regroupent en un même lieu et sur une période donnée les championnats des 8 disciplines équestres connues par la Fédération équestre internationale. En 2014, c'était à Caen. Vous y étiez ? J'y étais. On a dû se croiser, parce que moi j'étais journaliste pour Equidia, j'y étais aussi. Et pour vous, ça devait être le bonheur, parce que vous êtes une carrière de haut niveau, galop 7, c'est le maximum, on peut le dire. Qu'est-ce que vous avez fait justement comme mission sur ces JEM ? Alors, ces grands événements, pour un établissement comme le CNAPS, c'est des occasions de contrôle, parce que vous avez beaucoup d'agents de sécurité. Et donc, les contrôleurs du CNAPS, que ce soit sur des festivals de musique comme le Hellfest à l'époque, et sur les Jeux équestres mondiaux, donc c'est des endroits où ils se rendent pour contrôler la manière dont les prestations sont réalisées. Et c'est vrai que finalement, ces Jeux équestres mondiaux étaient déjà là pour préfigurer un certain nombre de grands événements qu'il y avait dans le calendrier français. Et finalement, ça a été une façon de se roder sur ce type d'événement. Et donc, oui, j'y étais. Ça a été une très belle occasion d'allier ma passion avec le travail. Alors, je le disais, le cheval, c'est votre bulle d'air, on peut le dire. Vous avez fait de la compétition de haut niveau, du concours complet. C'est une discipline créée à l'origine pour tester les capacités des chevaux destinés aux forces armées. Donc il y a un vrai historique militaire et qui demande beaucoup de polyvalence pour le cheval, mais aussi pour le cavalier, puisque ça regroupe du cross, donc c'est une épreuve d'obstacles fixes en extérieur, du dressage et du saut. C'est ça ? C'est exactement ça. Alors, c'est une passion, c'est une discipline que vous pratiquez depuis toujours. Quelques intermèdes liés à la difficulté de cette discipline, qui est extrêmement physique. Je dis, c'est des obstacles fixes, ça peut être des troncs d'arbres, ça peut être des montées, et un accident qui vous a un petit peu mis de côté. Voilà. Effectivement, moi j'ai commencé à monter véritablement à cheval après toute mon enfance à poney chez les militaires, avec une équitation extrêmement stricte et rigoureuse. Et classique. Des concours dans toutes les villes de garnison de l'Est de la France et en Allemagne. Et donc, un vrai goût pour le concours complet qui, comme son nom l'indique, permet de faire beaucoup de choses avec ces 3 disciplines qui sont extrêmement exigeantes. J'en ai fait beaucoup. Et puis, un accident où j'ai arrêté de monter pendant quelques années. Et après, je crois, la passion était la plus forte. A repris le dessus. Ouais. Des week-ends un peu partout consacrés à monter à cheval. Et pour finir, l'achat d'un cheval. Ça vous permet le week-end, effectivement, d'aller respirer, de vous détendre et de développer ce lien entre l'homme et le cheval qu'on sait qui est extraordinaire et de cette discipline qui, finalement, demande quelle qualité pour ceux qui ne le savent pas ? De l'humilité. Parce que le cheval remet toujours tout en cause. On progresse, on pense progresser, mais il faut négocier avec un autre être humain, un autre être vivant. Oui. Voilà. Lapsus, un autre être vivant. Et cet être vivant, comme le cavalier, peut avoir ses bons jours, ses mauvais jours, et surtout une éponge. Et tout ce que vous ressentez, vous ne pouvez pas le cacher à votre cheval. Et quand vous montez dessus, finalement, ce qui se passe avec lui, c'est un reflet de l'état d'esprit dans lequel vous l'abordez. Donc oui, l'humilité. Ça vous aide pour votre job, c'est développer ces qualités ? Oui, bien sûr, parce que quand on est cavalier, il faut savoir... c'est un travail de patience. Comme je le disais, il faut rester extrêmement humble. C'est quelque chose où on apprend en permanence. Rien n'est jamais acquis. Et donc, je pense que tout ça, ce sont des qualités quand on travaille dans la sécurité. Et la patience, voilà. Et le fait de pouvoir être un référent stable, c'est extrêmement important, rassurant. En 2014, vous êtes secrétaire général de la délégation ministérielle de la lutte contre les cybermenaces et vous travaillez à la création de cybermalveillance.gouv.fr qui a pour mission d'assister les particuliers, mais aussi les entreprises, les associations, les collectivités et les administrations victimes de cybermalveillance.
les informer sur les menaces numériques et les moyens de s'en protéger. Aujourd'hui, on peut le dire, cybermalveillance.gouv.fr, c'est un grand succès, donc j'imagine une grande fierté. C'est une grande fierté, effectivement. Je me souviens du jour où on a commencé à parler de ce qui allait devenir cybermalveillance, dans une réunion à l'époque avec Guillaume Poupard et mon préfet. Et quand je vois aujourd'hui ce qu'est devenu cette agence grâce à son directeur général et à l'ensemble des équipes, eh ben, je suis très, très heureuse d'avoir été là dès le début, d'avoir pu être présente à ces réunions, d'avoir pu partager et brainstormer sur ce que ça allait devenir. Et c'est vrai que la délégation aux cybermenaces en lien avec l'ANSSI a joué un rôle vraiment très important. En mars 2019, vous devenez directrice du développement du groupe APAV, qui, vous me reprenez, mais je pense que c'est spécialiste de la maîtrise des risques, donc qui finalement vérifie la conformité, la fiabilité des installations, des équipements, des ouvrages, des infrastructures et autres bâtiments lors de leur mise en service et aussi en cours d'exploitation. C'est bien ça? Exactement. Là, on est dans du privé? On est passé dans le privé. Alors, pourquoi choisir de passer dans le privé et comment s'est réalisé finalement je dirais pas saut d'obstacle, parce qu'il n'y a pas d'obstacle, mais non, je fais une référence à l'équitation, ce passage d'une discipline à une autre, on va dire. Finalement, dans mon parcours, s'il y a un point commun, c'est le fait que j'aime bien construire des choses. Oui. J'aime bien concevoir, aller vers de nouvelles aventures et proposer des choses. Et finalement, APAV n'avait pas d'expertise sur ces questions de sûreté et de sécurité et souhaitait développer une offre en la matière. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça absolument vraiment très intéressant, en plus dans une très très belle entreprise qui est une entreprise très ancienne du 19e siècle, née en Alsace, historique, qui, en fait, APAV, c'est l'association des propriétaires d'appareils à vapeur. Ah oui, d'accord. Et qui avait été construit dans le monde industriel pour lutter contre les accidents du travail, d'où la partie inspection, contrôle, gestion des risques. Et une vraie histoire et un vrai groupe extrêmement attachant. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir travailler à la construction de cette offre en matière de conseil, en matière de formation et en matière de certification. Vous êtes passé par un process classique de recrutement ou ce sont encore des rencontres? C'était une rencontre avec le directeur d'un des établissements d'APAV qui s'appelle Sopemea, qui est le plus grand laboratoire de tests en Europe, qui est absolument formidable, qui est très peu connu, mais qui teste du matériel civil et militaire en mettant ce matériel, par exemple, dans des conditions climatiques extrêmes, en les soumettant à des rayons, etc., pour voir comment ce matériel résiste. Et c'est cette rencontre avec le directeur qui me dit « mais c'est intéressant ce que tu fais et ça serait vraiment bien que tu viennes chez APAV ». Puis les choses se sont faites comme ça. Comme quoi, les rencontres, le réseau, c'est extrêmement important dans une carrière, on est d'accord? On est d'accord. On développe ici aussi chez Agora, avec les nombreux clubs, dont le club des directeurs sécurité. Ça permet d'échanger, ça permet de mieux se connaître et ça permet parfois de passer d'un job à un autre. Alors, justement, passer d'un job à un autre, c'est le cas en 2020. Pendant quelques temps, vous devenez directrice sûreté du groupe d'assurance Massif, bien connu, et vous travaillez à la création d'une direction de la sécurité globale en charge de la sécurité physique et logique, dont cybersécurité. Donc là, on est, il y a 4 ans maintenant, on est déjà dans le vif du sujet de la cyber. Exactement. Alors, j'arrive en réalité, j'arrive chez Massif pour créer cette direction. J'arrive chez Massif en plein confinement. Donc, des conditions d'arrivée un peu extraordinaires et complexes, et qui finalement vont être un formidable accélérateur pour ma prise de poste. Indépendamment du fait que je n'ai pas vu mes collègues de manière physique avant un certain temps, ça a été un accélérateur parce que j'ai rencontré tout le monde dans un temps extrêmement réduit. Et donc, la feuille de route était la suivante, sécuriser toute la sécurité physique de des différentes agences de Massif, et il y en a plus d'1 millier en France, dans des milieux urbains, dans des milieux beaucoup plus ruraux, sécuriser les 2 sièges sociaux, puisque Massif a 2 sièges à Paris et à Niort,
et également veiller évidemment à la sécurité des sociétaires, des clients qui viennent dans les différentes structures de massifs. Donc ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, la sécurité logique. Donc s'occuper de tout ce qui est la sécurité des systèmes d'information du groupe. Donc définir quelle devait être la bonne gouvernance de ces systèmes d'information. Donc c'est pas de l'opérationnel, c'est définir les règles de fonctionnement. C'est pas de dire quel type de machine à laver, quel modèle il faut acheter, mais savoir que l'objectif final, c'est que ça lave le linge. Voilà, pour prendre une analogie. Donc moi, je fixais les objectifs à atteindre, et après, au niveau de la direction des systèmes d'information, ils voyaient quelle est la meilleure d'atteindre l'objectif fixé. Vous n'y restez que 10 mois? Alors, je n'y reste pas que 10 mois. En réalité, j'arrive chez Massif, mais Massif, dans l'année, a un formidable projet. Le formidable projet, c'est de se rapprocher d'une autre mutuelle qui s'appelle Aesio Mutuelle. Fusion. Et de former un groupe. Et en fait, je ne quitte pas du tout Massif, mais Massif, en se rapprochant d'Aesio, forme AEMA Group. Et donc, on me propose de partir à la holding. Magnifique. Et donc, j'arrive à la holding. Donc, je n'ai absolument pas quitté Massif, Ça veut dire que, c'est le cas de dire, vous avez assuré, on est en janvier 2021, vous devenez directrice sûreté de ce groupe, 5e assureur français. Donc, multimarque, Massif, exactement. Aesio, Abeille Assurance. Abeille Assurance. Voilà. Et vous êtes conseillère spéciale du président et du directeur général. Vous êtes donc au board? Alors, je suis rattachée au secrétaire général du groupe. Je ne siège pas au board en tant que tel. Est-ce que vous estimez que c'est important pour les directrices et directeurs sécurité de figurer au board pour être peut-être plus réactif? Alors, ce qui est important, c'est d'avoir les canaux qui permettent d'aller voir le directeur général, d'aller voir le président et de leur faire part des sujets dont ils ont à connaître. Et ce canal, je l'ai. Et j'ai la chance donc d'être attachée au secrétaire général, qui est quelqu'un qui est extrêmement intéressé par les sujets et qui me permet d'aller au board très régulièrement dès lors qu'il y a un sujet qui nécessite d'appeler leur attention. Je suis présente au board. J'ai été encore cette semaine pour 3 sujets parce que aujourd'hui, il ne fait plus débat que la sécurité est consubstantielle même de la vie de l'entreprise et que sans sécurité, l'entreprise peut disparaître, dans le pire des cas. Les sujets en termes de sécurité pour les années à venir pour AEMA Group, c'est quoi la direction? Ils ne vont pas être différents de ceux des sujets de la place. Le principal enjeu pour un groupe d'assurance dont la richesse, c'est la data, c'est forcément la dimension cybersécurité. Quand bien même on reste très vigilant à toute la sécurité physique et que les deux fonctionnent de pair, parce qu'une intrusion physique peut être une porte d'entrée également pour une intrusion sur un système d'information, et le contraire, les enjeux se posent surtout en termes de cybersécurité, parce qu'on s'aperçoit de toute façon qu'aujourd'hui, que ce soit la fraude, que ce soit les escroqueries, elles utilisent, dans la plupart des cas, de toute façon, l'outil cyber. Vous êtes également lieutenant-colonel de réserve de la Gendarmerie nationale. Vous pouvez nous expliquer comment... Alors, c'est d'abord un engagement citoyen. Oui. À travers cet engagement citoyen, je rends aussi à l'État tout ce que l'État m'a permis de faire au cours de ma carrière. Mais vous n'avez pas été militaire en tant que tel? Pas du tout. Comment on arrive lieutenant-colonel? Alors, en fait, la gendarmerie offre la possibilité à des civils d'intégrer la réserve et de mettre leurs compétences au service de la réserve sur des sujets divers et variés. Vous pouvez être affecté en fonction de ce que vous savez faire, de vos compétences, dans différents services de la gendarmerie. Vous pourriez être colonel de réserve au service au CIRPA, donc le service d'information, de communication, voilà. Il y a des civils qui travaillent, qui donnent un peu de leur temps au CIRPA. Donc vos missions là en tant que telles? Alors moi je suis affectée à la mission des hauts potentiels, qui en fait est une mission qui a vocation à déterminer, à sélectionner des parcours de formation pour les personnes qui ont été identifiées comme hauts potentiels par la gendarmerie. Donc pour ce faire, en fait, nous faisons des assessments
des mises en situation de ces officiers qui, la plupart du temps, viennent de sortir de l'école de guerre. Et en fonction de la manière qu'ont ces officiers de se positionner dans le jeu de rôle que nous leur faisons jouer, et ne nous les épargnons pas à cette occasion, nous sommes absolument redoutables, nous proposons des parcours de formation pour développer certaines de leurs compétences. On évalue en fait plusieurs compétences et on essaie de proposer ensuite des parcours adaptés. Eh bien, vous voyez, vous sélectionnez les parcours, nous nous en mettons en avant, on a été fait pour échanger ensemble. Vous y consacrez combien de jours par an ? C'est variable, c'est en fonction aussi du nombre d'officiers qui sortent. Ouais. Globalement, un peu moins d'une dizaine de jours par an. Alors, c'est une nouveauté dans Parcours, un hommage à Bernard Pivot, qui nous a quittés récemment et qui avait l'art de l'interview. Je vous propose donc son questionnaire, parfois un petit peu remanié. Ça vous va ? Ça me va. Votre mot préféré ? Étincelle. Votre chanson préférée ? Wonderful Life. De qui ? De Ray Charles. De Ray Charles, bien sûr. Votre drogue favorite ? Le galop cadencé de mon cheval. Bien sûr. Votre juron, gros mot ou blasphème favori ? J'avoue, j'en dis plusieurs, mais bordel. Grand classique. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque ? Simone Veil. Et votre chanteur, chanteuse ou groupe de musique préféré ? Leonard Cohen. Magnifique. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire ? Tous les métiers qui sont postés, parce que j'aime bien travailler sur un sujet de bout en bout. D'accord. Je pense que c'est extrêmement frustrant quand on ne voit qu'une petite partie d'un processus. Le film dans lequel vous auriez aimé jouer ? Le Père Noël est une ordure, parce que j'aurais bien aimé me marrer sur le tournage de ce film. Ça devait être très rigolo. Pour terminer, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire ? Tu vas voir, ça va être bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Data Miner a été heureux de vous présenter Parcours.